Qu'est-ce que... Voilà. Voilà. Eh bien, c'est parfait. Du coup, Valentin Dupasquier, Ok. qui est cardiologue à Montpellier, à toi la main. Merci d'être avec nous. Bonjour Clément, bonjour à tous. Merci de me permettre de discuter un peu de ces dossiers avec vous, enfin de ces sujets avec vous. Les grandes lignes de ma présentation vont reprendre ce qui est dit et redit depuis quelques mois ou années concernant cette thématique, mais c'est effectivement surtout la possibilité de pouvoir en discuter. Donc le sujet que je vais traiter là, donc quand adresser un patient en insuffisance cardiaque avancée vers un centre tertiaire. Voilà, un petit rappel un peu de l'organisation telle qu'elle pourrait être. Je ne sais pas si elle est effectivement, si c'est effectif dans toutes les régions, mais avec trois strates de centres, des centres tertiaires, donc qui disposent d'un centre d'un service de cardiologie, chirurgie cardiaque, avec la possibilité d'assistance courte et longue durée et de transplantation, des centres dits secondaires avec des soins intensifs de cardiologie également, la possibilité d'un recours à une chirurgie cardiaque avec possibilité de mise en place d'une assistance plutôt courte durée, et après les centres primaires qui sont vraiment les centres qui disposent probablement d'un service de cardiologie avec une USIC, possiblement une coronarographie, mais sans possibilité d'assistance par le centre lui-même et a fortiori de chirurgie cardiaque. Un bref rappel pour simplement poser les définitions importantes. Donc la chirurgie cardiaque avancée avec le staging des recos américaines reprises par l'ESC et on parle d'une chirurgie cardiaque avancée pour le stade D des patients qui sont réfractaires aux traitements médicamenteux optimisés, chez lesquels on a du mal soit chez lesquels on ne réussit plus à incrémenter les traitements, soit on est obligé de les baisser compte tenu d'une mauvaise tolérance, qu'elle soit biologique ou clinique. Voilà, ces paramètres-là qui sont repris dans la définition de l'USC, avec donc un patient qui va être franchement altéré sur le plan fonctionnel, donc classe 3 ou 4 de la NYHA, qui va présenter aussi des critères sévères de sévérité au niveau de la fonction ventriculaire gauche ou droite, donc une fraction d'éjection altérée, une dysfonction ventriculaire droite associée ou isolée, des patients qui vont présenter des cardiopathies, des valvulopathies a priori non opérables, ou des cardiopathies congénitales non opérables, et une élévation des marqueurs biologiques, donc NT-proBNP, et aussi, on le voit, une altération de la fonction rénale avec la, la nécessité d'augmenter les doses de diurétiques ou les réhospitalisations notamment. Et après, il y a les paramètres fonctionnels, donc un test de marche de 6 minutes ou une VO2 franchement altérée. Voilà, ce schéma-là que j'ai repris de la présentation du professeur Picard, qui reprend donc ces différents stades, le stade C et le stade D. Donc le stade C, ce sont bien ces patients qui sont qui sont insuffisants cardiaques traités et stabilisés sous traitement médical optimal. Et il y aura toute cette phase d'aggravation progressive vers ce stade-là de patients qui nous échappent, en tout cas qui échappent aux thérapeutiques médicales. Une autre manière de voir les choses et qui reprend un peu tout ce que je viens de dire, c'est des critères qui ont été reprises dans les recos ESC 2021 avec toujours une altération de la fonction rénale, un patient cachectique ou dénutri, un patient qui va présenter une insuffisance mitrale secondaire sévère non opérable, une dysfonction ventriculaire droite, et on peut aussi s'appuyer sur les différents scores de gravité avec les trois qui ont été retenus, qui sont le score MAGIC, le score de Seattle et le MEKI qui semblerait être le score le plus pertinent, puisque le plus récent est se basant sur des facteurs fonctionnels. Encore faut-il avoir ces données-là, notamment de VO2. Donc une fois qu'on a un peu qu'on a ces patients entre les mains, et ben il faut se poser la question de est-ce que c'est un patient qui nous échappe effectivement, donc c'est avec ces différents critères qu'on va pouvoir un peu mettre le doigt sur cette problématique. Et dès lors qu'on se pose la question, eh bien, il va falloir donc adresser le patient à un centre tertiaire, mais dans quel but? Alors, on peut reprendre un peu ces différents points. Déjà, voir s'il n'y a pas une optimisation en termes de traitement médicamenteux, qui vont pouvoir être un peu mieux optimisés par des
praticiens qui vont être un peu rompus au suivi de ces patients-là, avec des optimisations un peu plus, on va dire, fines des différents traitements. Est-ce que ce sont des patients qui seraient éligibles à une réadaptation dite en sauvetage? On peut toujours essayer de réadapter les patients pour les remettre un peu en forme et leur redonner un peu de capacité fonctionnelle. Est-ce que ce sont des patients qui seraient éventuellement éligibles à une resynchronisation? Alors on sait que c'est souvent peu utile chez des patients qui présentent une dysfonction ventriculaire droite associée à une dysfonction ventriculaire gauche, et surtout chez des patients qui vont être très altérés sur le plan fonctionnel, notamment de la classe 4 de la NIRECHA. Et surtout, une des grandes questions qui va être posée par les centres tertiaires, qui va être discutée, c'est est-ce que c'est un patient qui est éligible à la transplantation et ou à une assistance longue durée par LVAD. Voilà, dans les alternatives, il y a la prise en charge de valvulopathie, alors MitraClip, TriClip, ce sont les deux principales formes qui pourront être évoquées par ces centres-là. Est-ce que ce sont des patients qui vont bénéficier, avoir l'utilité d'une ultrafiltration ou d'une dialyse péritonéale, alors plutôt à visée palliative, hein, chez lesquels on ne réussit plus à gérer la volémie avec des diurétiques Péros simples ou IV d'ailleurs. Et ensuite, et je pense que ça c'est quand même un des grands points qu'il nous faut, sur lesquels il nous faut un peu axer notre organisation, c'est vraiment une prise en charge multidisciplinaire pour les situations palliatives, pour voilà, ne pas laisser les patients chez lesquels on n'aurait pas de recours thérapeutique curatif, mais qu'on puisse les accompagner de la meilleure manière qui soit, que ce soit en milieu hospitalier ou à la maison, le but étant de leur permettre d'avoir les derniers jours, semaines ou mois les moins inconfortables possibles. Et je pense que c'est ce qu'on leur doit quand même. Pour revenir du coup au timing un peu, une fois qu'on a isolé ces patients, qu'on a déterminé, qu'on a ciblé ces patients insuffisants cardiaques qui échappent à une prise en charge classique médicamenteuse, il faut vraiment trouver cette bonne fenêtre, hein, la golden window, enfin c'est la bonne fenêtre de tir pour décrocher le téléphone et appeler un centre tertiaire. Et alors il faut surtout, dans ces 3 étapes, il faut surtout ne pas être en retard. Voilà, c'est ce qu'on peut regretter quand on reçoit des patients dépassés avec une dysfonction ventriculaire droite sur une élévation des pressions pulmonaires, par exemple, sur une cardiopathie gauche initiale isolée, chez lesquels on ne pourra plus avoir de recours on ne pourra plus leur proposer d'assistance, par exemple, ou des patients qui ont altéré leur rein de manière trop importante, chez lesquels on pourra non plus envisager la transplantation, en tout cas cœur uniquement sereinement. Donc c'est vraiment cette phase-là de référer les patients trop tardivement qu'il faut vraiment pas louper. C'est pour ça que les critères qui ont été donnés précédemment, à savoir qu'ils soient biologiques ou les critères de sévérité échographique, qu'il faut bien avoir en tête pour ne pas louper le coche. Ensuite, référer des patients un peu trop tôt, finalement, il n'y a pas de risque à le faire. Il vaut mieux trop tôt que trop tard, évidemment. Avant d'adresser le patient, quand même si on a les critères, entre guillemets, qu'on va considérer comme étant des critères d'adressage, peut-être se poser comme des questions. Est-ce qu'il est pertinent, malgré le fait que le patient soit grave, est-ce qu'il ne serait pas trop grave par ailleurs, avec des comorbidités? Donc, est-ce qu'on est sûr d'avoir bien optimisé les traitements? Et est-ce qu'on n'a pas un patient qui va être décompensé sur d'autres organes, indépendamment de la fonction cardiaque ou du retentissement de la fonction cardiaque? Donc, notamment les patients qui sont diabétiques non équilibrés, les patients qui ont une capacité fonctionnelle et qui n'ont pas une démarche proactive dans une éventuelle réadaptation, ou des patients qui seraient obèses, hein, en IMC supérieur à 35 ou 40, chez lesquels finalement, même si d'un point de vue cardiaque pur, on aurait des solutions à leur proposer, malheureusement, ce sont des patients chez lesquels les comorbidités seraient potentiellement limitantes. Alors, encore une fois, il n'y a pas de contre-indication absolue, c'est du cas par cas, donc ne pas hésiter quand même à en discuter avec un centre tertiaire, le centre tertiaire duquel dépendent les cardiologues qui ont ces patients-là. Mais voilà, garder quand même ces différents aspects en tête pour ne pas trop adresser et ne pas trop envoyer des patients pour des bilans très, très complexes chez lesquels on sait, a priori de tout ça, qu'on aura assez peu de ressources thérapeutiques. Une autre manière, une autre classification intéressante pour ne pas louper cette fenêtre de tir
pour adresser les patients, c'est le INIDEP de la Société de la Société européenne de cardiologie, hein. Donc, un patient sous inotrope, qu'une classe NYHA 3 ou 4, qui présente des dysfonctions d'organes associés rénales et hépatiques. Mais au début de la dysfonction, il faut pas traîner. Une fraction d'éjection très altérée, un patient qui ferait des épisodes d'orage rythmique aussi, un patient dont les hospitalisations reviennent trop fréquemment, chez lesquels on a du mal à gérer la congestion, qui vont être hypotendus et chez lesquels on ne réussit plus en fait à incrémenter les traitements, à augmenter les traitements, voire chez lesquels on est obligé de diminuer les traitements compte tenu d'une mauvaise tolérance. Bon, tout ça, encore une fois, je me répète, mais je pense que ce sont des éléments importants qui doivent faire référer les patients en centre tertiaire. Bon, ça c'est bon, voilà, grosso modo, dans la prise en charge des patients insuffisants cardiaques, c'est une fois qu'on a fait tout ça, là j'ai encore une redite, hein, mais une fois qu'on a une prise en charge optimale, médicale, plus ou moins la CRT, c'est là qu'il faut adresser les patients, mais pas avant, quoi. Il faut avoir déjà essayé toutes les thérapeutiques médicamenteuses. Une petite vignette sur quand ne pas adresser un patient qui serait éligible potentiellement. En plus des comorbidités, il y a des contre-indications qui sont alors temporaires, hein, pour lesquelles on serait un peu gêné de discuter le dossier en staff. Un patient évidemment non compliant, donc ça c'est sûr que ça limiterait franchement son accès aux thérapeutiques plus agressives. Un patient qui présenterait, alors ça c'est toujours très compliqué parce que c'est difficile à évaluer. Nous en tout cas on essaye des fois d'avoir un recours aux psychologues, aux psychiatres, mais qui sont pas non plus rompus à cet exercice-là, qui n'ont peut-être pas une très bonne connaissance et surtout, enfin connaissance ou habitude de ces situations-là. Donc voilà, on a du mal nous à cadrer sur le plan psychologique, psychique, psychiatrique des patients chez lesquels on aurait des doutes nous en tant que praticiens somatiques. Mais c'est important quand même de se poser la question. Évidemment, toute infection bactérienne ou fongique active est une contre-indication temporaire aux thérapeutiques agressives, donc notamment euh, transplantation ou LVAD. Une artériopathie sévère périphérique, pour le coup, est franchement invalidante. Atteinte sévère d'organes, encore une fois, c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop tardif dans l'adressage, notamment au niveau hépatique et rénal. Un patient qui va avoir des addictions non sevrées, évidemment, notamment l'alcool et les drogues, hein, et surtout drogue IV, mais pas que, des néoplasies avec une espérance de vie courte, inférieure à 1 an, et je répète, le diabète multicompliqué. Pour ce qui est de la transplantation plus spécifiquement, on ne transportera pas un patient qui a une néoplasie évolutive, une hypertension artérielle pulmonaire fixée, un diabète non contrôlé et des patients obèses, une IMC supérieure à 35 ou 40. Et pour ce qui est de l'assistance, les valvulopathies aortiques mécaniques, une valve aortique mécanique ou une insuffisance aortique non traitée sont des contre-indications aussi. Donc il faudra peut-être poser la question avant d'adresser le patient. Un rétrécissement mitral non serré, une défaillance droite très sévère, évidemment, une classification extensive au niveau de l'apex du VG. Ça, nous, on a un cas récent à Montpellier d'un patient qui a vraiment toute une coque au niveau de l'apex VG très classifiée qui nous a fait poser la contre-indication à une assistance et certaines autres formes de cardiopathie, mais c'est plus anecdotique. Malgré le fait d'avoir dépeint ces différentes contre-indications, si on a un doute, quand même se référer à un centre tertiaire, hein, parce qu'il peut y avoir des contre-indications temporaires, et puis après c'est aussi des habitudes de centre qui vont vraiment poser les contre-indications. Voilà, donc il faut, si on a un doute et si on a quand même envie, si on se pose quand même la question malgré le fait d'avoir une ou plusieurs contre-indications ou qu'on n'est pas sûr, évidemment il faut en référer au centre tertiaire, qui pourra après discuter de la situation en staff local. Donc ça, c'était plutôt pour quand adresser un patient sur un mode d'évolution chronique. Et j'ai juste une petite vignette là sur l'adressage en situation aiguë. En fait, on va adresser un patient dès lors qu'on se pose la question d'une assistance circulatoire de courte durée. Donc, est-ce que on a des critères d'implantation d'une ECMO chez un patient qui est en choc cardiogénique, avec donc des critères de gravité qui vont être un état de choc cardiogénique réfractaire au traitement aux inotropes non intraveineuses,
des lactates élevés initiaux et qu'on ne réussit pas à clairer dans les 4, 6, 8 heures, ben, il faut quand même, je pense, rapidement se référer à un centre qui peut poser une ECMO et après voir un peu plus loin au niveau du projet à court ou moyen terme. D'autres paramètres que nous on utilise pas mal à Montpellier, qui est une baisse de la SVO2, euh, qui nous permet aussi d'avoir une approche un peu multiparamétrique des états de choc cardiogéniques. Et ben oui, un patient qui fait un infarctus en phase aiguë en choc cardiogénique, là je pense que c'est vraiment la bonne indication pour ne pas traîner, pour adresser le patient en centre tertiaire. Voilà, ces patients en état de choc cardiogénique, indépendamment de l'infarctus, si on les adresse, c'est évidemment derrière euh, pour une éventuelle ECMO, donc une assistance courte durée, mais surtout, il faut anticiper sur qu'est-ce qu'on fait derrière. Est-ce que c'est un patient qui serait éligible? Est-ce que c'est un patient qui bénéficierait d'une assistance mono-gauche ou d'une transplantation? Donc voilà, si on réfère ces patients-là, c'est pas uniquement pour pallier à une situation aiguë on a un choc cardiogénique, il faut qu'on le règle avec une ECMO, il faut qu'on le règle avec une ECMO, sachant que on a quand même à peu près 50% des patients qui ne récupéreront pas sous ECMO. Ça veut dire que derrière, il faut avoir anticipé sur la possibilité d'aller plus loin euh, pour ces patients-là. Et simplement, voilà, une dernière vignette pour se dire que si on se pose la question d'adresser un patient ou non, eh ben, je pense qu'il faut le faire. Il faut appeler, il vaut mieux appeler un peu plus que pas assez. Et si on n'a pas trop l'habitude de référer aux différents centres, et ben à ce moment-là, peut-être prendre le réflexe de s'appuyer sur les différents critères que j'ai pu et qu'on retrouve facilement dans la littérature, hein, que j'ai pu énoncer pour devant chaque patient qu'on considère comme étant grave, faire un peu la liste biologique, des paramètres échocardiographiques et un peu des comorbidités de manière systématique pour se dire, ben oui, là, il y a comme des critères de gravité, même s'il me paraît pas si grave que ça, ben, il est peut-être plus que ce que je pense, donc on va quand même prendre un avis auprès d'un centre tertiaire qui pourra lui nous dire, bon bah oui, on va le prendre pour faire un bilan et embrayer sur un suivi et sur une démarche d'assistance ou de transplantation, ou alors bah non, c'est trop tôt, ou alors bah non, en fait, le patient est dépassé, mais il faut s'être posé quand même la question. Voilà, ce sera la fin de ma présentation. Merci beaucoup, Valentin, pour ce topo. Alors, c'est toujours très compliqué, ce type de topo, et on est toujours sur une approche pyramidale avec un centre tertiaire qui dit adressez-moi les patients. Et je ne sais pas si en 2023, bientôt 2024, il n'est pas temps en fait de remettre l'église au centre du village. Le centre tertiaire est un centre expert avec normalement multidisciplinaire et chaque sous-discipline a une expertise. C'est vrai, et c'est pour ça qu'on fait appel à lui, c'est pour pouvoir envisager différents projets, ça, tu l'as dit, la greffe, la transplantation, mais potentiellement plein d'autres choses autour, de la chirurgie, de l'interventionnel, du percutané, de l'hybride, de l'arythmo, bref, plein de choses. Et la problématique, c'est que depuis 15 ans, 20 ans, voire depuis toujours, on a dit, il y a le centre tertiaire tout en haut, et vous nous appelez, et on verra si on prend pas, on évalue, on évalue pas. Et je ne sais pas si notre erreur la plus grossière, c'est pas celle-là. C'est-à-dire, ceux qui ont les malades, c'est pas les centres tertiaires, on en a une partie. Et donc, le pourcentage de patients vus en centre tertiaire qui est sévère est plus important que dans un centre primaire ou secondaire. Mais ceux qui ont le plus de malades en nombre, c'est clairement eux. Et quand on regarde, on a regardé tout récemment, hein, sur Béziers par exemple, on a repris 10 ans d'hospitalisation pour des conventions cardiaques aiguës. On a regardé parmi ces patients-là, avec une étudiante, le docteur Beau, euh, combien était en insuffisance cardiaque avancée? C'est 14%. Et clairement, 14%, c'est énorme en fait. Ça représente sur 10 ans un certain nombre de patients qui ne sont pas adressés au sens où on l'entend habituellement, mais par contre qui pourraient être discutés. Donc je ne sais pas si à un moment donné, il ne faut pas juste intégrer les centres primaires et secondaires dans une discussion, leur permettre de discuter de leurs malades, pas en mode je viens te vendre quelque chose, mais en mode je viens discuter avec vous, qui avez un autre regard pour voir quel est le projet de ce patient et éviter de le faire au moment en fait où il est déjà en forme aiguë, il n'y a rien de pire, ou en forme très avancée et où en effet le centre tertiaire arrive et dit bah non, ton patient c'est trop tard, tu m'adresses trop tard. Moi, c'est ma grande question à l'heure actuelle et je crois qu'on peut rester là-dessus. Il y a Erwan qui voulait dire quelque chose. Vas-y, Erwan, évidemment.
Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Euh, Deux petits éléments peut-être simples qu'on pourrait essayer de mettre en place aussi pour faciliter la collaboration entre les centres. Bon, c'est les staffs, même en visio, maintenant il y a beaucoup de visio, la preuve encore aujourd'hui, peut-être une rencontre mensuelle pour qu'ils proposent des malades et ça crée du lien. Euh, voilà, une façon d'adresser le malade, ou en tout cas de discuter le malade, même si voilà, que ce soit facile. Et aussi que dans les centres un peu plus petits, dits périphériques entre guillemets, ou qui sont pas du, qu'on ait peut-être des référents insuffisants cardiaques et qui fassent le DU d'insuffisance cardiaque, des PH, des jeunes PH qui s'installent, qui voilà. Si au niveau de la région on arrive à trouver des financements ou des choses comme ça, ou avec les, moi je sais que j'avais des industriels hein, qui étaient intéressés pour financer des DU. Alors, il faut pas que ce soit quelqu'un qui change tout le temps, mais un jeune titulaire qui s'installe, ça fait du relais, ça fait de la vie, ça fait du lien, et ça a du sens, je pense. En tout cas, merci. Mm. Je Une suis des assez d'accord. discussions, c'est d'arriver à faire, à échanger ces patients, à en discuter, sans forcément les déplacer. Ce qui est un facteur limitant majeur. Soit c'est une auto-limitation de l'appelant, soit c'est une limitation par le centre receveur qui dit, voilà, c'est pourri. Et ça, en fait, ça casse tout échange. Et la meilleure personne pour parler du patient, c'est celui qui le connaît. Et celui qui le connaît, c'est son cardiologue qui le suit depuis X mois ou X années. Et donc, je reste persuadé, et on travaille dessus avec le GIC et notamment avec le sous-groupe Insuffisance cardiaque avancée que coordonne Guillaume, sur la mise en place de feuilles d'échange simplifiées et potentiellement de RCP, peut-être un jour national, en tout cas au moins le cours régional, pour améliorer cette partie-là. La difficulté qu'ont les cardiologues, et même en centre tertiaire, et pas que les cardiologues, l'équipe d'insuffisance cardiaque élargie, c'est de visualiser le pronostic du patient. Et c'est vrai que tu nous as évoqué rapidement, moi c'était pas le topo, on pourrait en parler pendant 3 heures, les scores de risque, mais ces scores de risque, à mon avis, ils sont indispensables. Quand on a un patient à qui on fait un score de risque et qui a une médiane de survie qui a 9 mois, c'est le cas de l'insuffisance cardiaque avancée, hein, et qu'en contrebalance, on a un projet de LVAD ou un projet de greffe avec une survie à 1 an de 80%, si on sait d'emblée que son pronostic est pourri, donc on l'a évalué, on l'a estimé et on l'a intégré, c'est beaucoup plus facile d'envisager la suite. La difficulté, en fait, c'est qu'on a des patients qui sont graves, qu'on suit, qu'on discute parfois en réunion, et où on n'est pas capable de visualiser le fait que le patient a une chance sur deux d'être mort et hospitalisé à 6 mois. Et donc, à partir de là, parler de projets chirurgicaux, de greffe, de LVAD, même l'équipe des centres tertiaires n'est pas capable de l'envisager puisqu'on n'a pas le pronostic du patient. Donc, c'est vrai que c'est un gros travail à faire là-dessus, à mon sens, et qui est en train d'essayer de se faire avec le GIC notamment. Juste pour conclure, je pense qu'il faudrait, à l'instar des cancérologues, staffer tous les patients hospitalisés avec un âge peut-être éventuellement de moins de 75 ans et d'appliquer comme ça une vision un peu systématique des critères de sévérité, d'aller cocher les cases pour voir et puis de dire, ah, celui-là, il en a plusieurs, on le classe comme ça et on le discute avec un centre, avec un spécialiste en tout cas. On le discute. Et ça, c'est vraiment dur à faire parce qu'on n'a pas de moyens, qu'il n'y a pas assez de gens, que ça représente beaucoup de patients. Mais je pense qu'on, les cancérologues ont pu s'organiser et je pense qu'il faut qu'on fasse pareil. Mais je Ouais, pense que c'est faisable. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Valentin, pour avoir bossé un peu par chez vous avec François. On a fait une EPU, notamment en mai, là, sur Narbonne, où on avait une bonne partie Carcassonne, Narbonne, Béziers, Perpignan. Et en fait, on se rend compte que globalement, on est tous dans notre flot quotidien. Et il y a peut-être des choses toutes simples, comme des alarmes, 2 hospices sur l'année, un T-Pro-NP qui devient supérieur à 2000, hop, qui doivent amener à discuter un patient. C'est ce qu'on essaie de monter avec Narbonne. Je vois que Mustapha a levé la main à Narbonne. Vas-y, Mustapha, on t'écoute. Non, mais je te laisse continuer. Enfin, tu continues enfin, je m'apprêtais à dire à peu près la même chose. C'est que tant qu'on se parle pas, tant qu'on se connaît pas, qu'on se voit pas en face,
On ne pourra jamais arriver à conclure parce que on fera des RCP, mais enfin, je pense que ça c'est un deuxième temps de discussion. Monsieur Baudry a tout à fait raison. Il faudra qu'on arrive à accepter tout le monde, mais alors sans exception. Mais par contre, dans un premier temps, arriver à se voir et à se connaître et à se dire, voilà, le fameux coup de fil à un ami, il faudra que j'arrive à l'appeler très facilement, à pouvoir un jour lui présenter des dossiers beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui, parce que là, l'autocensure, elle est vraiment à son paroxysme, et moi, ça me désole, et c'est des freins qu'on essaye de lever tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et est-ce que Voilà. vous seriez, est-ce, est-ce que vous seriez en moyen actuellement de présenter avec une visio, par exemple en visio, tous les patients de moins de 75 ans hospitalisés pour insuffisance cardiaque? Même 10 minutes par patient pour voir, mais est-ce que c'est faisable ou c'est trop compliqué, trop de patients? On peut le faire. Je pense que ça peut se faire, mais enfin, on peut le faire. Il faudra juste qu'on s'organise pour avoir une liste à notre niveau de tous les patients qui présentent des critères de sévérité. Il faudra mais c'est possible. Mais pour moi, c'est faisable. Faisable. On est en train de, je me permets de rebondir, on est en train de réfléchir justement à Montpellier là à un moyen de trouver une porte d'entrée facilement et surtout de trouver un moyen de communiquer auprès des cardiologues de ville, auprès des centres hospitaliers qui ne seraient pas des CHU, de voir comment faciliter la communication, parce qu'il y a effectivement le fait d'organiser les RCP ou un staff ou une RCP qu'on est en train de faire aussi, mais effectivement la problématique de la communication et d'un lien simple au lieu de faire un coup de fil à un ami, mais on a tous des amis différents et puis ils sont pas toujours disponibles parce qu'on sait pas, voilà, mais d'essayer de centraliser les choses, d'organiser les choses et voilà, c'est en train de se mettre en place en tout cas chez nous. Peut-être un peu tardivement, mais on y travaille. Moi, je l'imagine plutôt, en tout cas quand c'est comme ça, avec une RCP systématique par centre, avec la participation d'un expert en visio. euh, c'est un peu comme ça, et avec des critères simples pour dire, voilà, celui-là, on présente tous les patients, celui-là a quelques signes d'insuffisance cardiaque grave, et ben toutes les 2 semaines, on fait la visio, on présente les dossiers des patients sélectionnés à la RCP locale avec les autres centres. Tu vois, quitte à ce que ce soit même multicentre, hein, que ce soit une réunion régionale. Comme ça, chacun bénéficie de l'expérience des autres, du type de patient que les autres ont vu. En tout cas, je pense que ce serait un moyen intéressant. Et c'est comme ça que je l'imagine. En tout cas, on travaille à essayer d'uniformiser un petit peu déjà les critères de discussion aux critères CP qui est en train de proposer au sein des CHU qui pourront être diffusés, qui ont pour vocation d'être diffusés sur des centres non CHU. Et après, le parcours patient passe forcément par des discussions. Euh, et pour ça, il faut en fait avoir des choses qui soient assez claires, avec un numéro, ou un mail, une équipe en face qui peut répondre. Mais ça passe avant tout par l'évaluation de la gravité du malade et reconnaître que ce malade-là, il a un pronostic sombre d'un point de vue fonctionnel et qualité de vie. Et pour ça, je crois qu'il n'y a que une manière de se mettre en plus de nez, c'est faire ces scores de risque, même si tu vas me confirmer, Valentin, ils sont imparfaits, mais au moins permettre de se faire une idée du pronostic de nos malades, parce qu'on se fait avoir et on ne visualise pas ce pronostic. Ben oui, voilà, c'est effectivement ce sur quoi j'ai essayé d'appuyer un peu, c'est que un malade grave, on sait, enfin on le voit grave parce qu'on le considère grave, mais c'est toute cette frange de patients qui sont en train de glisser et qu'on ne voit pas glisser, quoi. Et c'est vraiment là qu'il faut trouver des indicateurs. Alors à travers les scores, c'est une possibilité, euh, mais voilà, des indicateurs qui nous permettraient de tirer la sonnette d'alarme, comme tu l'as très bien dit, hein, pour anticiper sur le moment où ce serait un peu tard. Parce qu'il faut aussi prendre en compte le fait qu'il y a toute une inertie, alors malgré la bonne volonté en tout cas, moi c'est ce que je constate d'un point de vue pratique, hein, mais il y a quand même toute une inertie à partir du moment où on passe le coup de fil, et ben le patient il n'est pas inscrit sur liste 3 jours après, et puis il n'est pas greffé 3 jours après, quoi. Donc il y a aussi le plus tôt et le mieux quand même. Et juste, j'ai peut-être mal vu Valentin dans tes diapos. Il y a un moment où tu disais quel patient ne pas adresser. Et Oui, j'aurais tendance à faire un commentaire qui est de dire ne peut-être pas l'adresser, mais peut-être le discuter.
Parce que je pense que pour la famille, un patient qui a un pronostic très grave sur lequel on va ne rien faire, que ce soit écrit dans le dossier, mais ça doit être discuté parce que je pense que c'est un peu notre peur, c'est que des patients soient récusés localement. Et pour récuser un patient, c'est quand même mieux s'il y a un chirurgien cardiaque, un expert en insuffisance cardiaque, le cardiologue qui le connaît ou le médecin qui le connaît, éventuellement un médecin de soins palliatifs. Et même si c'est une présentation qui peut être très courte en réunion de concertation, je pense que pour la famille et le patient, savoir que ça a été discuté collégialement, qu'il y a une décision qui est prise et que peut-être on n'ira pas avec des soins lourds comme l'ECMO, c'est en tout cas, voilà, on n'adresse pas forcément le patient, mais peut-être le discuter et de façon consensuelle que la décision soit prise. Oui, oui, je suis d'accord. Oui, oui, effectivement, c'était simplement pour qu'on ait aussi à l'esprit les différents drapeaux rouges, mais je suis tout à fait d'accord sur le fait que encore faut-il que ces points-là aient été discutés collégialement d'entériner une sanction comme ça qui est pas une sanction thérapeutique en sens large, mais en tout cas une décision thérapeutique qui est lourde de conséquences, bien sûr. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, Merci. ce qui augmente Vas-y. considérablement, et je finirai là-dessus, qui augmente considérablement le volume potentiellement de patients à discuter. Mais bon, ça paraît nécessaire. Donc voilà, ouais. L'organisation adéquate devra en découler. C'est ça. Mais c'est là-dessus, à mon Sinon, avis, ouais. on travaille. Vas-y, vas-y Vas-y, Clément, Moustapha. vas-y. Non, non, toi. Non, mais enfin, sur la gestion des flux, je pense que on était plus ou moins en discussion sur j'envoie la liste avec tous les patients par mail et on décide des patients qui vont être discutés ou pas en RCP une fois par quinzaine ou une fois par mois. Ça me semble, voilà, ça pourrait se faire aussi dans ce sens, histoire de gagner du temps et voilà, que ce soit pour vous experts et pour nous qui puissions éventuellement adresser un maximum de patients qui soient au moins discutés ou vus, comme le suggérait M. Baudry. Mm. C'est exactement ça. Puis en plus, l'avantage, c'est qu'il y a un paquet d'examens du bilan pré-discussion, que ce soit greffe, LVAD ou parfois rien, qui sont réalisables en amont en fonction du niveau technique disponible dans chaque centre. Certains centres pourront adresser le patient, on a déjà fait, ou discuter le patient, on a déjà fait les Doppler, on a déjà fait le scanner, on a parfois fait le cathé droit, on a parfois fait la choro pour évaluer. Donc en fait, on a des niveaux de discussion. On n'est pas obligé de faire tous ces examens sur le CHU qui va être embolisé. Tout peut être fait en amont et ça permet de discuter des patients avec des prises de décision sans forcément déplacer le malade. Et ça, c'est à mon avis l'avenir. Parce que pour l'instant, on a aussi un niveau d'engorgement sur le CHU pour des malades qu'on voit tardivement en plus. Donc, je pense que plus tôt on le fait, mieux c'est. Et le patient de 60 ans avec son insuffisance cardiaque avancée, s'il a eu son bilan chez vous, quitte à refaire des choses s'il y a des points importants à discuter, mais au moins, il a un dossier clean, propre, on peut en discuter et on peut déjà décider ce qui est faisable ou pas. Et vous pouvez déjà en parler avec lui aussi, ce qui est important parce que vous êtes les médecins référents de ce patient. Ensuite, il y a un autre truc, enfin, ça c'est ensuite, je sais pas si c'est propre à nous, mais j'ai du mal à discuter avec les médecins libéraux de tout ça. Ils sont assez souvent, enfin, on a certains qui sont très réticents, ils gardent leurs patients chez eux, ils les adressent jamais. Et on a beau essayer de voilà expliquer, réexpliquer, enfin voilà. Donc il y a un autre travail à faire à notre niveau aussi. Hein. Il faudra qu'on arrive à les convier, à pouvoir discuter, échanger un peu plus souvent avec eux. Et voilà, je pense qu'il y a du travail à faire à tous les niveaux. Mais je crois que ça va être le mot de la fin. Merci Mustapha, à Narbonne, merci à tous les orateurs, donc à Erwan qui a dû nous quitter, Valentin à Montpellier, merci Guillaume pour ton aide indéniable sur Ray 4A, et puis on se revoit dans 15 jours, il me semble. On va vous faire passer ça, c'est Guillaume d'ailleurs, la toute pensante de la partie informatique, pour vous envoyer le prochain programme. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Merci à Au revoir. tous. Merci.